Ce balado est propulsé par Kaleido, l'épargnétude qui en fait plus. Bienvenue dans l'univers à la hauteur de nos tout-petits. Je m'appelle Maggie Bélanger et d'abord, je vous demande, s'il vous plaît, d'aller donner de l'amour, d'aller donner du love au balado, que ce soit en mettant un pouce si vous nous écoutez sur YouTube, en mettant votre avis par des étoiles sur Apple Podcasts, Spotify ou iHeartRadio, entre autres. Vous pouvez également commenter, m'envoyer des commentaires, suggestions sur nos pages Facebook, Instagram du balado à la hauteur de nos tout-petits, parce que vous le savez, plus vous aimez commenter, partager, eh bien, ça nous permet d'être mieux référencés et de continuer à vous offrir du contenu de qualité et ce, tout à fait gratuitement. Le sujet d'aujourd'hui, comment démystifier l'autisme, ça m'est venu parce que je me suis rendu compte que je ne maîtrisais pas ce sujet-là. Lorsqu'on me posait des questions, j'étais un peu maladroite. Comment répondre? Qu'est-ce qu'on doit dire sans blesser la personne? Je ne sais pas pour vous, mais moi, lorsque je connais moins un sujet, eh bien, ça m'arrive de mettre les pieds dans la bouche. Je dis quelque chose, mais c'est pas vraiment au fond ce que je voulais dire et on veut tellement pas blesser les autres. Alors, on va discuter avec mes deux invités aujourd'hui des termes, entre autres, à utiliser. On parle des fois de syndrome du spectre de l'autisme, autisme, Asperger. On sait que c'est pas une maladie, mais comment on en discute avec les gens? Donc, bref, toutes des questions qu'on va se poser aujourd'hui, juste pour rendre ça plus léger, plus facile et dans le respect de tout le monde. J'ai le plaisir de recevoir Mélissa Boulanger. Elle est une femme Asperger, maman de 2 ados autistes et fondatrice et formatrice de la technique MEB, qui est une technique de massage pour les enfants à besoins particuliers. D'ailleurs, son entreprise, on va en parler en segment coup de cœur, parce que vos enfants pourraient bénéficier de ces massages. Également, il est possible d'aller chercher une formation pour pouvoir les donner vous-même. Maintenant, elle a des gens formés là, dans plusieurs régions du Québec, alors restez là pour le segment coup de cœur. Et en première partie d'émission, eh bien, à moi et à Mélissa s'ajoute Stéphanie Deslauriers, psychoéducatrice, tellement douce, tellement bienveillante. Elle connaît bien l'autisme. Elle a écrit ou coécrit 4 livres, entre autres, sur le sujet, dont un qui m'a particulièrement interpellée, Laisse-moi t'expliquer l'autisme. Donc, Stéphanie va être là pour nous aider encore là à démystifier le sujet et à savoir comment l'aborder. Vous allez retrouver tous les liens de Stéphanie sous la publication pour aller voir ses livres. Il y a des romans jeunesse, entre autres, des guides, si jamais il était question d'intimidation. Allez voir le site de Stéphanie Deslauriers pour voir tous les livres qu'elle a écrits parce que vous allez voir, elle a une plume très prolifique et ça, eh bien, ça nous fait plaisir parce que ça nous donne du contenu pertinent et intéressant à lire. Et vous le savez, c'est ensemble qu'on peut être à la hauteur de nos tout-petits. Honnêtement, là, quand j'ai ajouté le sujet d'aujourd'hui à la liste de mes sujets qui m'intéressaient, démystifier tout ce qui entoure le trouble du spectre de l'autisme ou l'autisme en soi, j'étais un peu mal à l'aise. J'étais un peu gênée parce que, je l'admets, je sais pas toujours comment me comporter, je sais pas toujours quels mots utiliser, puis je veux tellement pas blesser, mais des fois, je me rends compte qu'on blesse sans s'en rendre compte. Donc, je me suis dit que je n'étais peut-être pas la seule et c'est ce qui m'a amenée à conserver le sujet parce que je trouvais ça tellement important. Et aujourd'hui, Mélissa, je suis très contente de te recevoir parce que on en discutait hors d'onde, mais tu es Asperger et maman de 2 garçons Asperger aussi. Donc, c'est intéressant de voir le lien comme femme, comment on vit ça, mais aussi comme maman. Donc, d'abord, j'aimerais savoir, pouvez-vous me parler, quand on entend le TSA, qu'est-ce que ça veut dire? Ça englobe quoi? Bien, c'est le trouble du spectre de l'autisme. Donc, c'est vraiment ça. C'est ce que ça veut, c'est ce que ça signifie depuis 2013. Parce qu'avant 2013, on disait TED, trouble envahissant du développement. OK, c'est la même affaire.
Non. Ah, tu sais, non. Oui, mais non. Ah, OK. Ouais, fait que oui, fait que TSA, c'est ça. Avant, on avait le trouble envahissant du développement. Là-dedans, on avait l'autisme, l'Asperger, le trouble envahissant du développement non spécifié et 2 autres diagnostics qui n'ont pas rapport à l'autisme, mais c'était comme une espèce de mot valise. Donc, on avait tout mis là-dedans. Tout, là. Exactement. Puis en 2013, quand il y a eu la 5e version du DSM, la fameuse grande Bible des psychiatres, ben là, on a fait la distinction, puis on appelait ça trouble du spectre de l'autisme. Mais pourquoi on dit spectre? Parce que c'est très large, justement. Ouais, il y a un continuum. OK. Et là, on a nommé Asperger, mais est-ce que être Asperger, c'est une forme d'autisme? Pouvez-vous m'éclairer là-dedans? Ben oui. C'est sur le spectre. OK. Donc, c'est vraiment compliqué parce que, tu sais, on est mélangé dans les mots, dans tout ça. Mais en fait, tu sais, c'est de l'autisme de haut niveau de fonctionnement. OK. Donc là, il y a d'autres termes. Oui. En plus, donc les niveaux de soutien, niveau 1 qui est avoir peu besoin de soutien, donc peu besoin d'aide au quotidien. Après ça, 2, 3. Là. Mhm. Donc, oui, fait que l'Asperger a comme embarqué là-dedans, dans le TSA. Puis, ouais. Mais là, justement, on parle de niveau de soutien parce que j'imagine quelqu'un qui est niveau 1 versus quelqu'un qui est niveau 3 en termes d'aide au quotidien ou même de pouvoir vivre seul. J'imagine quelqu'un qui est niveau 1 peut vivre seul sans trop de soucis, mais niveau 3, est-ce que c'est quelqu'un qui peut être en institution, par exemple, ou chez ses parents ou avec du soutien? Ouais, ben on pourrait le voir comme ça. Une personne qui recevra le diagnostic de niveau 1 va être souvent une personne qui a une plus grande autonomie, qui aura souvent pas beaucoup d'autres diagnostics associés ou les diagnostics qui vont être associés ne seront pas puis là, j'ai envie de dire pas si handicapant que ça, mais en même temps, c'est encore drôle. Parce qu'il y a une image que j'aime beaucoup. Il y a Brigitte Harrison, qui est une travailleuse sociale autiste, qui est à Rivière-du-Loup, qui est pas trop loin de chez vous, Maggie. Et qui a cette image-là, en fait, c'est un fonctionnement qui est différent. Puis c'est pas parce que ça ne paraît pas que la personne souffre nécessairement moins ou que c'est moins grave. C'est-à-dire que ta personne, exemple comme Mélissa, qui a eu son diagnostic à l'âge adulte, n'est-ce pas? Oh, ça veut dire que donc, tu as pu quand même, c'est ça, fonctionner une bonne partie de ta vie sans nécessairement avoir le diagnostic? Ouais. Mais est-ce que ça veut dire que tu n'as pas rencontré de défis puis d'obstacles puis que tu sentais... Tu sais, moi, j'ai Mélissa Perron, qui est autrice, illustratrice Rizada, qui disait, moi, j'avais l'impression au secondaire, puis elle aussi, elle a eu son diagnostic à l'âge adulte, elle disait, moi, j'avais l'impression que tout le monde avait reçu le grand guide de genre, voici comment vivre, mais que moi, je l'avais comme pas reçu par la poste, ce livre-là. Fait qu'il y a, en tout cas, mais je vais laisser parler Mélissa parce que tu vas pouvoir 1000 fois mieux l'expliquer que moi, c'est quoi vivre avec l'autisme dans un monde neurotypique. Bien, parce qu'en fait, en plus, pour compliquer la chose, l'autisme chez l'homme ou chez le garçon, l'autisme chez les filles, chez les femmes, les critères diagnostiques sont pas tout à fait pareils. Ah non, je savais pas qu'il y avait une différence avec le sexe. Oui, c'est compliqué, là. Donc là, il y a de plus en plus de spécialistes qui vont vraiment se spécialiser dans le dépistage de l'autisme chez la femme. Comme Isabelle Hainaut. Tony Atwood, Dr. Giroux. Donc, c'est vraiment des pionniers là-dedans. Donc là, les femmes autistes, nous, on fait beaucoup de camouflage. C'est ça que j'allais dire. Est-ce que les femmes, à la limite, ont tendance peut-être parfois à camoufler, à je vais pas dire performer, mais à s'assurer que ça paraisse pas nécessairement. Elles sont pas bien à l'intérieur, mais ça se démontrera pas peut-être par des comportements physiques ou des choses comme ça. Oui, c'est vraiment ça. Tu sais, au quotidien, c'est très épuisant. Puis on se sent tout le temps comme en marge. Tu sais, à l'adolescence, c'est là que c'est plus compliqué parce qu'on fait beaucoup d'imitation. Donc là, moi, je devenais fusionnelle avec mes meilleures amies. Je m'habillais comme elles, je parlais comme elles, j'étais comme elles. Puis là, quand éventuellement je devenais peut-être un petit peu trop envahissante, là, c'est la séparation. Puis le rejet. Le rejet, puis l'espèce de je sais plus qui je suis. Fait que jamais avoir tant de personnalité. C'est vraiment bizarre, là. Ouais, c'est mais vraiment je comprends. particulier. Ouais. Mais en même temps,
certains égards, tu sais, je me reconnais là-dedans. Je veux dire, surtout à l'adolescence, on essaie tellement de savoir qui on est, qu'est-ce qu'on veut, tout ça. Ouais. Mais qu'est-ce qui t'a amené à consulter? Est-ce qu'il y a un moment, un point de rupture où tu as dit, ah là, il y a quelque chose qui va pas, là? Ben, c'est avec les diagnostics de mes garçons. Ah, avec ça, OK, Ah, ben pas oui, avant ben d'être non. mère. Alors, moi, je l'ai eu mars 2020. Oh mon Dieu, c'est récent. Ouais, au début du confinement. Ouais. Puis chez le garçon, comment, en général, est-ce que eux, ça va peut-être plus se voir dans les gestes? Est-ce qu'on a tendance à le dépister préalablement? Plus rapidement, parce que les jeunes filles qui sont diagnostiquées, là, corrige-moi, mais d'habitude, ils ont des troubles associés plus importants comme la déficience intellectuelle. Ouais. Donc là, ou les troubles de langage. Donc là, c'est plus facile à repérer, mais la jeune fille qui n'a pas ces troubles associés-là va se camoufler, va être capable d'imiter, puis à un moment donné, ben c'est sûr qu'il y a eu certaines périodes dans ma vie où, bon, on peut nommer dépression, des trucs comme ça. Ça aussi, dans la santé mentale, moi, j'ai un trouble d'anxiété généralisée, un TDAH aussi. Donc, tu sais, ça vient à un moment donné lourd, puis à force de compléter des formulaires, des questionnaires pour les enfants, pour mes enfants. Donc là, je me disais... Ça fait allumer des choses. Oui, mais c'est ça. Moi, c'est mon plus jeune qui a été diagnostiqué avant. Okay. Donc, Émile, c'était tellement rendu compliqué. Là, à 3 ans et demi, là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Fait qu'on le fait diagnostiquer au privé. Là, parce que... Oui, on comprend qu'au public, des fois, avoir accès, ça peut être compliqué. Ben, C'est long. C'est très, très long. 2 ans, quand ton enfant, il a 4 ans. Ah non, on peut attendre. Puis on dit, il faut qu'il y ait son diagnostic ultimement avant l'école. Mais c'est parce que c'est pas dans 2 ans, c'est dans 1 an. Non. Fait que, pour avoir le suivi, pour avoir la cote, ça vient avec le pays, ça vient avec du soutien professionnel, ça vient avec des sous. Puis, tu sais, ce que je voulais dire par rapport à ce que Mélissa nommait, c'est que à la base, toutes les études sur l'autisme ont été faites sur des garçons. C'était ça, l'échantillonnage. Donc, c'est pour ça que les manifestations de l'autisme, c'est les manifestations de l'autisme chez les garçons. Okay. Alors qu'on n'a pas étudié, tu sais, quand on a parlé pour la première fois dans la littérature scientifique d'autisme, on est dans les années 40, fait qu'il y a 80 ans. C'est apparu dans le DSM. Est-ce que c'est apparu dans la version de 1960 ou dans les années 80? 60 parce que c'était autisme désintégratif. Ah ouais, trouble désintégratif de l'enfance. Il y avait un enfant de... Okay. En tout cas, c'était Canner, là, finalement. Ouais. Mais quand même, ça fait un bout qu'on s'est penché là-dessus, qu'on regarde, mais plus chez les garçons. Oui. Mais là, encore là, est-ce que ce sont des stéréotypes, des préjugés ou c'est lié justement peut-être au trouble associé? Mais il y en a qui vont dire, bon, une personne autiste n'est pas capable, par exemple, de soutenir le regard, n'a pas de liens sociaux. Non, mais des fois, c'est ce qu'on peut entendre. Mais pourquoi on pense à ça? Puis là, dans les films Asperger, là, moi, je pense des fois à ceux qui calculent le Rain Man. Oui, c'est ça, tu sais, que ce sont... on dirait qu'ils ont focusé sur une affaire. Mais on s'entend, là, c'est beaucoup plus large que ça. C'est pas de l'autisme non plus. C'est plus le syndrome de génie. Ouais, OK. Donc, là, on fait des drôles de mélange. Avec là, des trucs hyper caricaturaux, finalement. Puis, tu sais, moi, je te regarde dans les yeux, mais ça me fait mal. Ça me brûle les yeux, c'est vraiment bizarre. Fait qu'il faut tout le temps, comme je prenne une petite pause à côté, mais j'ai tellement appris, là. Puis là, je réfléchis tout le temps à cet œil-là où lui, il faudrait que je change. Il faudrait que j'inverse. OK, là, je regarde trop dans ses yeux, je vais peut-être en regarder un peu. Ses cheveux. Mais ça prend beaucoup de ma disponibilité. Énergivore, c'est ce que j'allais dire. Là, à un moment donné, de tout analyser comme ça. Pas mal tout. Pas juste. OK. OK. Donc, mais le fameux là, type là, de pas capable de soutenir le regard, ça vient d'où? Est-ce que c'est parce que c'est plus chez les garçons? Est-ce que c'est un stéréotype qui est quelque chose? Non, mais c'est vrai. Il y en a que pour qui, effectivement, regarder dans les yeux, c'est difficile. Mélissa le disait, c'est douloureux, c'est souffrant. Je reviens avec Brigitte Harrison qui nommait, moi, je vois rien dans les yeux. Tu sais, comme, c'est des billes de couleur avec quelque chose de noir au centre. Là, comme j'ai pas vu d'émotion dans tes yeux. Alors que, neurotypique que nous sommes, on est, oui, je l'ai vu dans ses yeux, telle affaire. Puis là, j'ai senti, puis dans le regard, puis... Fait que pour l'enfant, disons plus pour l'enfant autiste qui est en train d'apprendre les normes sociales, puis que là, on est comme, hey, regarde-moi. Moi, je me rappelle d'un de mes jeunes, regarde-moi, fait qu'il m'a fixé l'épaule. Ben oui, mais je te regarde, tu sais, comme soit spécifique. Littéral. Il te regarde. Je te regarde, je regarde ton épaule. Tu vas pas dire regarde-moi dans les yeux, non. tu vas dire regarde-moi. Puis tu sais, comme adulte, est-ce que je devrais insister pour que l'enfant me regarde dans les yeux? Non, parce que la personne va, tu sais, comme Mélissa le disait, ben là, je me concentre
concentre, OK, là, l'œil, Mais pendant que tu es en train de te concentrer là-dessus, tu n'es plus en train de te concentrer sur le contenu. Ben non, c'est clair. Moi, j'aime bien mieux que la personne se concentre sur ce que je dis, sur notre échange. Oui, sur le contenu que sur la règle sociale qui dit que c'est plus poli. Je comprends. Mais donc, c'est pas un signe non plus parce que, bon, veux pas, on discute avec des amis, des parents, puis quand nos enfants sont petits, surtout s'ils ont divers retards de développement, des fois, on se questionne. Mais c'est comme, OK, il soutient mon regard, donc c'est pas de l'autisme, mais on a besoin de pas mal plus que ça pour écarter un diagnostic ou faire un diagnostic. Comme n'importe quel trouble. Oui, moi, j'ai un TDAH. Mais là, on est tous un peu TDAH. Non. Franchement, non. Vraiment pas. Non. Tu sais pas c'est quoi. Il y a des caractéristiques, puis quand tu coches presque toutes, avec aussi dans tous les contextes, pas juste à l'école, pas juste nanana. Tu sais, il y a plein de critères diagnostiques. Ben oui. Oui, puis dans les critères diagnostiques, il y a l'intensité aussi, la chronicité. Puis comme Mélissa l'a dit, c'est dans l'ensemble des sphères de vie. Puis pas juste que c'est présent, mais que ça génère une détresse également. C'est ça. Donc, à la limite, une petite dose d'hyperactivité, je sais pas, quand on est énervé, quand on fait une activité, ça peut être normal. Mais quand ça nous amène une dysfonction dans notre quotidien, puis que ça vient sur plusieurs sphères, c'est là qu'il faut se poser des questions. Absolument. Quand là, c'est difficile de... Pas juste pour une chose, là, non. Non. Pas juste je perds mes clés, tu sais. Oui, c'est ça. Moi aussi, des fois, j'arrive dans... Je perds mes clés. Mais oui, j'arrive dans le frigo, je sais plus ce que je cherchais. J'ai un TDAH, là, ben non. J'ai une petite nouvelle pour toi. OK. Bon, autre question. Comment on fait pour bien nommer les choses? Parce que des fois, j'entends le TSA ou l'autisme, c'est une maladie. C'est un état d'être. C'est un syndrome. C'est quoi? C'est quoi le bon mot? Clairement, maladie, c'est non. Non, ça. Ouais, non, c'est pas une maladie. Mais non. C'est pas un virus. C'est un trouble, c'est une condition, là, le mot trouble aussi. Ouais. Étant la communauté, là, les adultes autistes, étant très littéral, on comprend, nous, on prend tout au pied de la lettre. Ouais. Donc, accordant beaucoup d'importance aux mots, là, il y a des gens qui se sentent, tu sais, comme... Je ne suis pas un trouble. Mais c'est parce que trouble, c'est une connotation négative. Un trouble, c'est quelque chose qui fonctionne pas bien, en théorie, un trouble. Fait que je peux comprendre qu'il y en a que ça peut les affecter aussi. Ben oui, c'est clair. Donc, est-ce qu'on pourrait dire autiste, point? Ben, autiste. Moi, dans le fond, quand j'enseigne, je me dis, tu sais, je dis aux massothérapeutes, je leur dis, là, dites pas, je cherche des enfants TSA. Ben non, je cherche des enfants autistes. Tu sais, je veux dire, TSA, là, c'est quoi ça? C'est comme, je cherche des enfants troubles. Tu sais, il y a quand même des petits trucs sensibles là, qui vont heurter. Puis tu vois, Mélissa, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que dans la formulation, mon expérience tend à me pointer que ça va dépendre de chaque personne. J'ai une personne, ce midi, je parlais avec Valérie Jessica Laporte, qui est bleuet atypique, puis elle est comme, non, moi, je suis autiste. Je veux pas qu'on dise Asperger, c'est autiste. Après ça, j'ai une étudiante à l'université, dans mon cours, qui est, elle aussi, autiste, puis qui me dit, ben non, moi, je trouve pas que c'est... quelque chose au niveau de ma condition et de dans qui je suis, oui, mais en même temps, mes enjeux sensoriels, je peux t'assurer que c'est dérangeant, que c'est handicapant, puis que ça relève de la partie trouble dans le spectre de l'autisme. Okay. Après ça, tu vas avoir d'autres... Fait que j'ai une personne aussi, tu sais, je donne une formation pour les parents et les intervenantes pour accompagner les enfants tu sais, qui ont un trouble du spectre de l'autisme. Et dans ma petite publication, c'était un enfant ayant un diagnostic. Puis elle était comme, mais pourquoi tu dis pas juste un enfant autiste? Parce que moi, je suis autiste. Puis fait que ça devient difficile, puis tu le nommais d'entrée de jeu, on veut pas heurter. Mais non, on veut pas... Ça part d'une bonne intention, tout ça, mais on ne sait plus des fois. Ben non, puis après ça, chaque personne a ses préférences. Fait que je me dis, c'est sûr que je vais heurter quelqu'un à un moment donné, malheureusement. Donc peut-être valider avec la personne, si on est assez près d'elle, là, quand même, lui demander ce qu'elle préfère, ça serait la meilleure chose. C'est pas mal ce qui est le plus simple. Mais si on se rend compte, là, par exemple, avec nos tout-petits, bon, les 2-5 ans, peut-être moins, mais déjà, lorsque les enfants entrent à l'école, ils vont avoir tendance parfois à nommer des différences. Hein? Pas nécessairement parce qu'ils les jugent bien ou mal, mais parce que c'est différent, fait que ça suscite des questions. Comment agir si notre enfant est en contact avec un enfant autiste, par exemple, à l'école, et que ça lui amène des questions? Tu sais, il faut faire attention, je trouve, pour pas trop compartimenter. Je voudrais pas stigmatiser puis déjà créer un fossé, mais on répond quoi comme parent? Ben,
Écoute, si ton enfant te pose des questions, réponds à ces questions. Puis comme parent, ça se peut que toi-même, tu les aies pas, les réponses puis les outils. Fait que tu peux dire, hey, on va les chercher ensemble, les réponses. Hey, on va regarder tel excellent livre de la collection Midi 30. Laisse-moi t'expliquer. Oui, mais c'est ça, il doit y avoir des Moi, il me servait tellement. C'est vrai. Ton Mais des livre, là, références. ton livre, je le prêtais aux parents d'Émile. C'est toi, ça! Bon, je recommence. Aux parents des amis d'Émile. Puis je l'amenais en classe parce que quand vraiment, c'est là, la première fois qu'on s'est vus, tu sais, j'étais allée avec William à ton lancement de livre, puis je cherchais un outil, tu sais, là, simple, super bien vulgarisé, que je pourrais prêter comme ça à des parents, puis à la classe, en fait. Souvent, moi, à la première rencontre de l'année, j'allais vraiment, je prenais la parole puis je nommais les choses. Mais ça, c'est bien, ça clarifie déjà en partant. Ben oui, on fait une petite présentation, puis tu sais, c'est pas... ça fait 10 ans qu'il est sorti, ce livre-là. Ah oui, je Mais là, peux-tu nommer le bon titre? Laisse-moi t'expliquer l'autisme. Oui, ça a été mon premier livre il y a 10 ans. Là, j'en suis rendue à 20. Oui, je suis une vieille autrice. Et puis, tu sais, il y a Laurent, c'est moi aussi, qui est paru chez Fonfon. Puis, d'ailleurs, il y a Valérie Fontaine qui fait l'heure du conte les mardis soirs et qui a reçu un témoignage d'une maman. Son garçon s'est reconnu dans le personnage de Laurent. Puis nous, jamais on le nomme dans le livre qui est autiste, mais Valérie, elle l'a nommé dans son animation. Puis le petit a fait « Hey, c'est moi! » Wow, puis le petit frère qui a fait moi aussi, hein, maman. Puis elle a fait je suis désolée, mais non, pas toi. Puis le petit 3 ans était déçu. Mais oui, la littérature, allons-y avec ça, des émissions de plus en plus. C'est dans quelle émission? Ah, mais c'est dans les Mopettes, sinon, qui ont inclus un personnage autiste. Ouais. Donc, c'est une belle façon, justement, d'amener nos enfants, de les ouvrir à cette différence-là, simplement pour qu'ils la comprennent. Puis on dirait que je me rends compte qu'en expliquant les choses, ça s'arrête là. Ben oui. Ça aide à ne pas juger puis à ne pas être confronté parce qu'on leur a expliqué, c'est clair, c'est comme ça, puis ils passent à autre chose, les enfants. Ouais. Ben oui. En général. Okay. Mais c'est sûr que j'imagine, c'est ça, rendu à l'adolescence, c'est autre chose. Mais dans la petite enfance, ils ont encore une belle naïveté, une belle fraîcheur. Mais là, les parents qui nous écoutent, qui ont peut-être certains doutes. Pouvez-vous me donner, je sais que ça dépend là, des troubles associés et tout ça, mais est-ce qu'il y a peut-être certains comportements, certains gestes auxquels on pourrait être sensible comme parents? Parce que je me dis, on veut pas diagnostiquer à tout prix très tôt, mais en même temps, j'imagine, on veut pas non plus que notre enfant vieillisse avec cette douleur-là. Oui, ben en fait, on le sait, plus le diagnostic est précoce, plus ça nous permet, moi, c'est ce que j'appelle de créer un filet de sûreté autour de l'enfant, puis lui offrir le plus d'outils le plus tôt possible pour qu'il s'épanouisse davantage. Fait que, tu sais, mettons les signes très précoces. Tu sais, moi, pendant 8 ans, j'ai été la belle-maman d'un enfant autiste qui va avoir 16 ans. Christy, ben oui, je sais. Ça passe vite. Oui. Fait que de l'âge de 7 ans à 15 ans, j'étais dans sa vie. Lui, il a reçu son diagnostic à 2 ans. Puis au CPE, ce qui était observé, puis c'est les grands signes là, à la petite enfance qu'on observe. Accepte pas le contact des autres enfants, joue toujours dans le même coin, dans le même espace, au même jeu. C'est des jeux qui sont répétitifs. Dans son cas, il y avait pas beaucoup de contact visuel, il y avait un retard de langage, répondait pas à l'appel de son nom. Un peu plus tard, mais ça peut être un enfant qui va sauter du coq à l'âne, tu sais que dans un sujet de discussion, puis que t'es comment je comprends pas le fil conducteur, la discussion, se lancer la balle, c'est pas évident, c'est pas facile. Des fois on dit l'absence de fil. Moi, tu vois, c'est ce que j'adore. Moi aussi. Avec mes clients, là, c'est comme on sait ce qu'il y en est. C'est clair, c'est précis. Oui, puis il n'y a pas de faux semblants, il n'y a pas d'hypocrisie. Là, je mélange peut-être les affaires, là, mais le syndrome Gilles de la Tourette, est-ce que ça en fait partie ou c'est une autre affaire complètement? Okay. C'est pas de fil, mais ça n'a pas de rapport. Non, je comprends. Bien, ça peut être certains des signaux précoces. Moi, ce que je vous dirais aussi, là, ce que j'observe chez les parents, qui est comme, j'avais des doutes. Quand vous avez des doutes, là, écoutez-vous. Puis là, tu sais, des fois, ça parle fort. Puis des fois, mais ce jour-là, je chantais que oui. Mais là, aujourd'hui, non, regarde, il fait telle affaire, ça va. Ouais, non, attends une minute. Mais ça, je te vois faire ce signe. Prenez des notes documentées c'est pour voir la chronicité, l'évolution. Ils vont vous le demander. De toute façon, ça revient parce que des fois, on dirait, on veut peut-être aussi comme parents oublier, mais on se dit, il a fait ça, là, mais ça fait 3 semaines. Mais là, si on prend des notes, à un moment donné, on va retourner en arrière, puis on se rend compte. Ça l'aide beaucoup au diagnostic aussi après. Et en bas âge, est-ce qu'on voit déjà une différence, petit garçon, petite fille?
Ah ben oui. dans les comportements? Absolument, absolument. Ben, chez les petites filles, beaucoup de mimétisme. Donc, on est dans... Mais, tu vas t'en parler à l'adolescence, mais même chose à l'enfance. Les petites filles vont masquer beaucoup, vont compenser, vont se comporter de la manière qui est attendue parce qu'on est socialisé de cette manière-là comme petite fille, cis. Puis voilà, fait que oui, déjà là, souvent, puis moi, j'ai travaillé longtemps en autisme. Moi, j'ai commencé à travailler en autisme en 2006. Et les filles qu'on recevait, c'était des filles justement là, avec déficience intellectuelle, gros troubles de comportement. Ça paraît, on était comme, ah, mais quand les filles autistes, il y en a moins. On dirait qu'il y avait 4 garçons pour une fille. Puis, mais sauf que la fille, là, versus les 4, hey, c'est sévère. Mais là, on se rend compte, non, il y en aurait probablement autant de gars. Mais il y a probablement plein de filles qui ne sont pas diagnostiquées. C'est ça qui passe sous le radar. Plein. Et là, s'il y a peut-être des mamans aussi qui nous écoutent, à l'âge adulte encore là, si on a beaucoup de questions peut-être par rapport à notre personnalité, qu'on a de la difficulté avec notre individualité, mimétisme, le contact social, maintenir justement des amitiés, j'allais dire entre guillemets saines sans être trop envahissantes ou trop distantes. Est-ce que ça aussi, ça peut être des signes qui peuvent nous sonner une cloche? Les troubles sensoriels aussi. C'est ça, j'aimerais ça qu'on en parle. Intense. Parce que là, moi, en ce moment, là, c'est dur. Là. Ben oui, il y a de la lumière. Moi, je parle, Stéphanie parle. Les lumières, c'est bien parce que c'est calme, là, mais au niveau visuel, là, c'est que des attaques. Là. Et qu'est-ce que ça fait comme ça? Est-ce que ça peut donner des maux de tête ou ça devient agressant, donc difficile de se concentrer? Oui. OK. Oui, c'est pas mal ça. Là. Faut que je le filtre. Mais filtrer, c'est difficile. Mais là, c'est déjà bien parce que moi, mes grosses hypersensibilités, c'est auditif. Okay. Donc là, aller dans un bar avec de la musique forte, ça va être non. Okay. Non, mais ça va être non. On changera de place. Parce que moi, je te vois. Puis, oui, bonne idée. Mais donc, l'hypersensibilité, selon la personne, ça peut se manifester. Là, on vient d'en parler au niveau visuel. Louis, donc la musique forte, où j'imagine là, aller dans une discussion, tu sais, quand tout le monde parle en même temps. L'enfer. L'enfer, ça surcharge beaucoup. Mais en fait, tous les sens, les 7 sens. Les 8 même. Est-ce que l'odorat, à la limite, là, arriver chez quelqu'un, le poisson qui s'emphase, enfin, même le parfum? Tout, là. Je veux dire, au quotidien, tous les sens peuvent être en hypersensibilité ou en hyposensibilité. Les deux peuvent coexister. Oui. Fait que tu pourrais être hypersensible au niveau auditif, mais hypo au niveau sensoriel, fait que la douleur. Dans le massage, c'est compliqué, là, parce que souvent, on a le profil d'un enfant qui est hypersensible tactile. Donc, moi, quand je viens pour y toucher, il ne faut pas que je fasse d'effleurage, mais il ne sent pas bien son corps. Donc, il est hyposensible au niveau proprioceptif, là, j'en vais dans des trucs, mais il sent pas bien la douleur, il sent pas bien les pressions. Donc là, ma pression, il faut qu'elle soit très directe et profonde. OK, donc au lieu, par exemple, d'effleurer ou de caresser, on y va plus, disons, en massage, en pression directe. Oui, vraiment. Il faut pas, là, parfois même, ils tolèrent rien, là, tu sais, puis c'est vraiment difficile pour eux, là. OK. Ça, là, c'est une combinaison assez populaire. Mais là, juste pour qu'on revienne rapidement là-dessus, puis ensuite, je veux parler de la massothérapie, mais on a parlé, visuel, l'ouïe, les odeurs, au niveau tactile. Là, j'ai entendu 7, les deux autres. Oui, c'est quoi? C'est proprioceptif? Proprioceptif, vestibulaire, puis interoceptif. Ça veut dire quoi, vestibulaire? Vestibulaire, c'est dans l'oreille interne. Fait que dans le fond, c'est comme un peu genre centre d'équilibre. Oui, centre d'équilibre. Fait que notre corps en mouvement. Oui, si tu es ton corps par rapport à... Genre, mais tu vois, je dis souvent ça, moi, à mes enfants, mais gérez-vous dans l'espace. Tu sais, des fois, ils donnent des coups de moins, des coups. Là, tu dis, voyons, pourquoi t'as frappé? Mais ils ne gèrent pas bien dans l'espace. Ça, c'est moi, ça. Ah, OK. Donc, ça peut s'étirer à l'âge adulte, OK. Oh, ça s'étire. Et là, je peux comprendre aussi le fait que tu sais, moi, j'ai pas de diagnostic, mais j'avoue que lorsque nos sens sont stimulés, des fois, quelqu'un passe à côté de nous, tu sais, nous fait une caresse pour être gentil, puis t'es comme lâche-moi. C'est parce que là, t'es complet, là. Je veux dire, mon corps, il est complet. C'est déjà trop saturé. C'est saturé. Fait que la moindre petite stimulation, tu sais, un enfant qui est hypersensible, ben il peut commencer sa journée, puis tout de suite, il y a quelque chose qui vient l'agresser, puis il commence à monter là, dans son hypersensibilité. Puis là, il arrive, par exemple, à la garderie, où là, il y a une petite chose qui arrive, puis là,
Ça explose. Oui, puis là, les gens sont comme, ben pourtant, ben non, mais c'est parce que si tu fais le chemin de tout ce qu'il a subi depuis le début. Ça. C'est pas juste la petite goutte, là, c'est tout ce qu'il y avait dans le vase avant. Ouais. Mais justement, en terminant, parce que je voulais t'offrir le segment coup de cœur pour nous parler de ton service de massothérapie. Comment ça t'est venu, cette idée-là? Est-ce que c'est avec tes enfants? Est-ce que c'est pour toi? Comment t'as créé ça? Ben pour les gars. Pour les enfants, ben oui, c'est sûr. Tu sais, moi, je voyais vraiment que Émile, c'était toujours des câlins forts. Tu sais, Émile, il a plus un tempérament hyposensible, là. Fait que lui, c'était tout ce qui était fort. Puis on faisait beaucoup d'ergothérapie dans ce temps-là, beaucoup. Puis vraiment, tout ce qui était pression, puis ça le calmait vraiment beaucoup. Ça lui faisait du bien. Ouais. Fait que moi, je suis partie de ce principe-là, mais je me suis dit, comment je pourrais donc trouver un professionnel qui ferait ces genres de pressions-là, puis après, il irait voir un spécialiste, par exemple, parce que ça le rendrait disponible. Bon. Oui, c'est une bonne idée. Ben oui, mais ça n'existait pas. Ben non, j'imagine. Voilà. Donc là, ça a permis de le créer. Ben oui, on va y voilà, aller positivement. clairement. Fait que là, j'ai suivi tous les cours de massothérapie là, qu'il fallait. Là. Des massages, entre guillemets, conventionnels pour comprendre, puis après ça, l'adapter. Oui, j'ai fait suédois parce que, bon, je pensais qu'il fallait que je passe par là. Puis après, j'ai fait le massage shiatsu, qui est habillé au sol, des pressions profondes. Je veux dire, c'est exactement ça, là. Sauf qu'après ça, je l'ai adapté. Oui. Je travaillais dans une clinique, j'ai travaillé vraiment le shiatsu avec les enfants autistes. Puis après ça, ben là, je me suis dit, OK, là, moi, mes garçons, ils ont besoin de structure, ils ont besoin d'une routine. Je vais créer des routines pour tout que ça soit planifié. Fait que dans la technique, on a un tableau avec les parties du corps. L'enfant va venir baisser la flèche. Fait qu'on sait début, fin. C'est pas stressant. Il voit où est-ce que ça va. Ouais. S'il est tanné, il peut le dire. Il voit ce qui reste. On s'adapte. Dans chaque partie du corps, ben, il y a la routine, la fiche de toutes les manœuvres que je vais faire. Wow. Fait que, on change ça au fur et à mesure, puis il y a un timer parce que ça prend un repère de temps aussi. Puis tout, dans la formation que je donne, on passe à travers tout, là, les troubles, l'autisme, le TDAH, mais les troubles sensoriels aussi. Fait que, les massos, après, sont aptes à reconnaître un peu le profil sensoriel, adapter leur approche, leur toucher, puis l'environnement aussi, là. Mais c'est ça, je tiens à le mentionner parce que, bon, si vous voulez aller voir Mélissa, là, c'est un service de massothérapie, mais c'est surtout ton école. Tu formes maintenant des massothérapeutes. Donc, moi, je pense à Rimouski, je pense à des villes peut-être où il n'y a pas ce service-là de faire. Si vous êtes massothérapeute, si ça vous intéresse de vous spécialiser, il pourrait donc suivre ta formation et ensuite pouvoir le faire auprès de la clientèle. Des enfants, mais j'imagine que ça peut s'adapter aux adultes autistes aussi. Oui, parce que là, on a une nouvelle formation, MEBP 2, adaptée à l'adulte. Ouais. En plus. Donc là, on voit vraiment la clientèle adulte avec déficience intellectuelle, avec tout ce qui est aussi trisomie, les troubles graves de comportement, comment adapter notre pratique avec les adultes de ce profil-là. Mais aussi, on revient un peu sur l'enfance. Ben, c'est hyper complet là, comme formation aussi. Fait qu'il faut avoir fait MEBP. Puis après, ben, on va faire mais quel beau cadeau, je pense aussi, à offrir parce que en tant que parent, on n'a pas tous ces outils-là. On voudrait tellement être capable de calmer nos enfants. Mais là, j'imagine, à force d'aller voir un professionnel aussi, l'enfant apprend à développer ça et le parent peut prendre certains trucs. Je dis pas peut-être de se transformer en massothérapeute certifié, mais au moins, si on connaît quelques pressions à faire, quelques gestes, bon, on va être encore plus adapté à notre enfant. Ben, on est moins justement là-dedans. On a un genre de routine d'automassage là, qu'on peut montrer aux parents et tout ça. On est vraiment plus dans les suivis réguliers parce que là, rapidement, on tombe en prévention. Tu sais, dans notre monde de fou, on est tout le temps en réaction. Il y a un problème, on réagit. Mais avec des clients, moi, que je suis depuis 4-5 ans, là, je veux dire, à un moment donné, à toutes les semaines, là, on est vraiment dans la prévention. Fait que le niveau d'anxiété vient comme se stabiliser. Puis quand il arrive des situations anxiogènes pour l'enfant, à la place de tout péter, ben ça reste dans le fonctionnel. Là, on ajoute peut-être une séance pour comme venir, OK. Juste essayer de tempérer, de moduler, mais c'est vraiment exceptionnel. Donc, pour tous ceux qui nous écoutent, que ça intéresse, aussi, des fois, vous connaissez des massothérapeutes qui pourraient être intéressés à prendre cette formation-là. Je vais mettre tous les liens dans la description de l'épisode. Vous pourrez aller voir, donc, les réseaux sociaux, entre autres de Mélissa, ton site web aussi pour avoir les formations. Parce que je pense que c'est un service qui gagne à être connu et à être dispensé un peu partout à travers la province. Il y en a partout, des massos. Il y en a à Rimouski. Il y en a partout. 200 quelques, là. 200 quelques déjà qui ont suivi la formation? 280 certifiés puis qui pratiquent, là, sont comme une centaine, 150, je ne sais plus. Pas ici, juste ici. Non, mais un peu partout. En France, en Belgique, en Suisse,
Excellent. Ça peut aider encore plus d'enfants. Voilà. Merci beaucoup, mesdames. Et voilà, c'est ce qui complète cet épisode. Merci à mes deux invités aujourd'hui. Mélissa Boulanger, qui est la fondatrice et la formatrice de la technique MEBP. Vous pouvez la suivre sur les réseaux sociaux. Vous allez voir tous les détails sont sous la publication. Vous avez des liens là, pour aller directement vers ses comptes et en connaître davantage sur son entreprise. Merci à Stéphanie Deslauriers. Même chose. Vous pouvez la suivre sur les réseaux sociaux. Elle est toujours douce et bienveillante. Également sur son site web pour avoir les références de tous ses livres, dont ceux dont on a parlé là, dans l'épisode d'aujourd'hui, entre autres. Merci à Sylvain Berger-Thibault du Studio 706 pour la musique et le montage. Merci à Kaleido, le réé, qui en fait toujours plus, parce que c'est grâce à eux qu'on peut vous offrir ce contenu de qualité tout à fait gratuitement. Je m'appelle Maggie Bélanger. N'hésitez pas à me partager vos réflexions, vos interrogations, vos commentaires. Si vous avez des sujets d'épisodes à me suggérer, je suis toujours là pour en discuter avec vous et j'adore avoir vos suggestions parce que vous le savez, c'est ensemble qu'on peut être à la hauteur de nos tout petits. Bye bye!